Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la grande interview. Je reçois aujourd'hui Awa Donmelo, responsable politique ivoirien, mais aussi vice-président de l'Alliance internationale des BRICS. Monsieur Donmelo, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste le travail de cette Alliance internationale des BRICS ? L'Alliance internationale des BRICS a pour fonction principale d'abord de faire la promotion des idéaux des BRICS en dehors des pays non membres des BRICS, mais aussi d'établir des contacts entre les pays BRICS et les pays non membres des BRICS. Des contacts à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau surtout des affaires, au niveau des hommes d'affaires, au niveau politique et puis au niveau sportif et culturel. Donc à tous les niveaux, on essaie de faire la promotion entre les pays BRICS et puis les pays non membres des BRICS. Alors, quel est à l'heure actuelle l'état des BRICS sur le continent africain? On sait qu'il y a 3 pays qui en font partie. Exactement. Dites-moi. Oui, il y a l'Afrique du Sud qui est membre fondateur. Membre fondateur des BRICS. Quasiment, oui. Oui, et puis il y a l'Éthiopie et actuellement il y a l'Égypte. Et à côté de ces 3 pays qui sont maintenant membres des BRICS, il y a l'Ouganda et le Nigeria qui sont des membres partenaires des BRICS depuis le sommet de Kazan, où on a ouvert une opportunité à des pays qui se préparent en quelque sorte à rentrer dans les BRICS. Alors, membres partenaires, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ils ont à court moyen terme d'en faire partie? Voilà, ils peuvent d'un moment à l'autre faire partie des BRICS. D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un réel intérêt de nombreux pays africains vis-à-vis de ce groupe de pays des BRICS? Vous savez, aujourd'hui, avec l'idée centrale de la création d'un monde multipolaire, l'attraction est très forte. Surtout au niveau de la population, au niveau de la jeunesse. Mais il est bien évident que ça rencontre des obstacles souvent au sommet, compte tenu des alliances traditionnelles que nos États ont avec les anciennes puissances coloniales, notamment au niveau de la défense, au niveau de la monnaie, tout simplement au niveau des différents accords qui régissent les pays africains et les anciennes puissances coloniales. Et sur ce sujet, il peut y avoir des différences entre ce que pense la population et les élites. Il y a beaucoup de différences entre ce que pense la population, qui aspire effectivement à un monde multipolaire et qui aspire beaucoup plus à la souveraineté de leurs États et qui veulent coopérer, ouvrir la coopération avec les différents pôles de développement aujourd'hui dans le monde. Cette aspiration est très forte. Alors, au sein des pays des BRICS, l'accent est mis sur les échanges, les paiements en monnaie nationale pour mieux se soustraire du joug du dollar. Et c'est quelque chose qui est vraiment important aux yeux du groupe de pays que sont les BRICS? Mais c'est très important. Et pour quelle raison? Pour la raison simple, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé d'avoir des devises, des réserves en devises telles que l'euro ou le dollar. Et donc, d'être pratiquement des exportateurs de matières premières pour pouvoir avoir accès à ces devises-là. Or, il faut rompre avec ce cycle de développement qui nous spécialise dans les matières premières au profit des entreprises occidentales. Or, si nous voulons ouvrir nos opportunités, il est bien évident que le dollar ou l'euro ne suffisent plus. Il faut aller vers le yuan, il faut aller vers le rouble, il faut aller vers le roupie, etc., pour ouvrir les horizons. Parce que nous avons besoin de coopérer un peu avec tous les pôles de développement pour que nous puissions avoir les moyens nécessaires de passer d'une économie primaire à une économie de matières grises. On va revenir un peu plus tard sur ça, mais juste pour rester sur les monnaies. On parle du dollar, mais qu'en est-il du franc CFA? Le franc CFA, on peut dire que c'est une sous-monnaie, dans la mesure où cette monnaie a été créée pendant la période coloniale pour servir de sous-monnaie à la monnaie française. Et donc, il y a des accords monétaires qui existent entre la France et les anciennes puissances coloniales qui sont régis par le CFA. Ce qui fait que nos réserves sont centralisées au sein du Trésor français. Pour ces derniers temps, ça a un peu évolué, surtout pour l'Afrique de l'Ouest. Mais le principe reste le même, c'est que nous avons une parité fixe et nous constituons nos réserves en euro ou en dollars. Et donc, nous ne pouvons coopérer avec le reste du monde qu'en passant
par l'Europe. Si nous ne passons pas par l'Europe, nous ne pouvons pas. Or, aujourd'hui, avec les sanctions qui frappent la Russie, il est bien évident que la coopération est pratiquement bloquée, puisqu'il n'y a pas d'ouverture et de lien direct entre la Russie et les pays africains. Ce détour-là est aujourd'hui bloqué parce que SWIFT est fermé, parce que la Russie est sous sanctions, et ça nous enlève des possibilités de coopération. Ce qui fait que coopérer en monnaie locale, eh bien, ça sera une bonne opportunité pour les pays africains pour bypasser, je vais dire, les accords de coopération monétaire qui régissent la France et les pays de l'Afrique francophone. Donc, les sanctions qui ont été imposées contre la Russie ont des conséquences lointaines, jusque sur le continent africain. Direct. Puisque vous savez, lorsque vous faites une commande en Russie, vous devez émettre une lettre de crédit. Et cette lettre de crédit doit être confirmée par une banque internationale. Or, les banques internationales qui coopèrent avec les banques africaines, c'est généralement des banques européennes. Et donc, comme la Russie est sous sanction, eh bien, il n'y a pas de possibilité de confirmer une lettre de crédit, donc il n'y a pas de possibilité d'échange. Et ça a un impact direct sur les livraisons de céréales, d'engrais, direct, dont ont besoin la population locale. Exactement. Et donc, il faut aujourd'hui, pour le faire, avoir beaucoup de relais, ce qui demande vraiment de nombreux relais qui coûtent cher aussi. Des intermédiaires qui ajoutent du coût. Voilà, qui coûtent cher. Or, on peut se débarrasser de tout ça en ayant un rapport direct et en ayant, je vais dire, une relation à monnaie locale, ce qui permet facilement de faire toutes les opérations entre la Russie et l'Afrique. Alors les monnaies locales, c'est une chose, mais on pense au niveau des BRICS à pourquoi pas un jour obtenir une monnaie commune à cet ensemble de pays. Oui, c'est une idée qui est sur la table, qui fait son chemin, mais évidemment les souverainetés sont telles qu'il faut trouver le plus petit dénominateur commun pour pouvoir asseoir cette monnaie-là. Mais c'est quelque chose qui dans tous les cas sera inévitable. Mais pour le moment, le principe c'est de pouvoir commercer en monnaie locale, et aujourd'hui le commerce entre les pays membres des BRICS, c'est pratiquement monnaie locale. Bon, vous savez, les BRICS, c'est quand même 25% du commerce international, et donc c'est déjà un poids. Et je crois que cela va s'élargir progressivement lorsqu'on aura beaucoup de pays qui vont rentrer dans les BRICS, et ça va permettre de développer la monnaie locale et donc plus tard asseoir une base commune pour avoir une monnaie commune au niveau de tous les pays membres des BRICS. Donc les échanges monnaie locale, pour vous voyez ça davantage comme une étape? C'est une étape qui est nécessaire compte tenu de la situation actuelle, et cette étape-là va déboucher forcément sur une monnaie commune. Mais aujourd'hui, dans cette étape-là, la crypto-monnaie commence à prendre de l'ampleur entre les différents pays membres des BRICS, et cette crypto-monnaie-là, progressivement, va asseoir les bases d'une monnaie commune. Pour vous, voyez l'avènement des crypto-monnaies comme une chance? Ah oui, c'est une vraie chance, surtout pour éviter toutes ces sanctions-là, qui souvent sont utilisées comme des armes de guerre économique. Or, si nous voulons, je veux dire, nous les pays faibles, qui n'avons pas les capacités de mener une guerre économique, eh bien, la crypto-monnaie constitue des moyens assez solides et assez sérieux pour pouvoir contourner, je dirais, tous ces obstacles-là qui empêchent la coopération entre l'Afrique et puis le reste du monde. Il y a d'ailleurs des pays dans le monde qui tentent l'aventure de la crypto-monnaie. Il y a le Salvador de l'autre côté de l'océan Atlantique, mais il y a également la Centrafrique. Oui, au Salvador, ça marche très bien. C'est même une référence au niveau mondial. Et donc, la Centrafrique est en train de suivre le même chemin, et je pense que c'est un bon chemin. D'accord, il y a de l'avenir dans la blockchain. Il y a de l'avenir, beaucoup d'avenir. Pour revenir sur les BRICS, mais de façon plus globale, pendant longtemps, ça a été un groupe de 5 pays. On a vu, ça s'est élargi, donc il y a 1 an et demi, et encore davantage cette année avec les pays partenaires. Ouais. Est-ce que vous voyez ce bloc continuer son expansion de cette façon? Ben, ça va continuer tout simplement parce que, vous savez, l'hégémonie occidentale a fait que beaucoup de pays ont pratiquement perdu leur souveraineté. Et l'avènement d'un monde multipolaire est un espoir pour les pays d'acquérir leur souveraineté. Et donc, ça ira forcément s'élargissant. Pour créer ce monde multipolaire avec des États souverains qui coopèrent non pas en subissant, mais en choisissant leurs partenaires. Et ça, c'est important. Parce que jusque-là, il y a des pays qui n'ont fait que
subir leurs partenaires, mais qui n'ont jamais choisi leurs partenaires. On leur est venu pour faire un choix selon nos intérêts. Et je crois que c'est là l'intérêt fondamental de ce monde multipolaire qui est en train de se dessiner. Alors, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire avec cette perte de vitesse de l'hégémonie occidentale, symbolisée par la France dans bien des pays, surtout en Afrique occidentale, qui a perdu de son influence dans ce qui était auparavant son précaré, il faut bien le dire. Sa présence militaire sur le continent s'est d'ailleurs réduite à peau de chagrin ces dernières années, en particulier dans le Sahel, encore récemment dans d'autres pays. Donc, comment expliquer cet état de fait? Je crois qu'il faut faire la part des choses. Il y a eu d'abord les indépendances. Les indépendances, ça a été le début d'un processus de conquête de la souveraineté. Mais il est bien évident que tout juste après les indépendances, l'Afrique n'avait pas assez de cadres, ni de compétences, ni de matière grise. Vous parlez souvent de ce terme de matière grise. De matière grise. Et donc, un accord a été trouvé pour que tout ce qui est secteur à haute technologie, eh bien, des accords soient trouvés. Et donc, il y a eu des accords dans le secteur de la monnaie, des accords dans le secteur de la défense et les accords dans le secteur même de l'économie en général. Et donc, ces accords-là, évidemment, certains pays en ont tiré profit, comme la Côte d'Ivoire, pour asseoir un système d'éducation assez fourni et qui a permis de former beaucoup de cadres. Et donc, aujourd'hui, nous avons de la matière grise capable de prendre en charge tous les autres secteurs qui ont été concédés à l'ancienne puissance coloniale. Et donc, si nous ne le faisons pas, eh bien, toutes ces matières grises-là risquent de se retrouver au chômage ou d'emprunter le chemin de l'exil, et ce qui n'est pas du tout intéressant ni pour l'Occident, ni pour l'Afrique, ni pour le développement, le développement du continent. Et donc, nous avons besoin de passer d'une économie des matières premières à une économie des matières grises, qui utilise ces compétences-là, qui sont formées largement en Afrique et en dehors du continent africain. Alors, pour vous, si j'ai bien compris, ce développement, ces accords passés avec l'ancienne puissance tutélaire, en fait, c'était en quelque sorte un passage obligé sur le chemin de la souveraineté. C'était comme les différents chefs d'État, surtout en Afrique, eh bien, le premier président de la République de Côte d'Ivoire, qui a été pratiquement l'un des penseurs de ce qu'on a appelé la France-Afrique, avait estimé que c'était un passage nécessaire pour acquérir la science, la technique et la technologie. Et donc, ce passage-là, je crois que c'est révolu. C'est pour cela que tous les pays, vous voyez, remettent en cause ce cadre ancien pour revendiquer des cadres modernes, débarrassés de toutes ces contraintes qui constituaient en quelque sorte des monopoles. Quand vous prenez le secteur de la défense, c'était un monopole français. Mais la contrepartie de ce monopole-là, c'est que la France avait accès aux matières premières stratégiques de nos différents pays. Et aussi avait accès à nos matières premières de préférence, et c'était les premiers fournisseurs. Donc c'était une sorte de monopole. Or aujourd'hui, avec l'avènement d'un monde multipolaire où l'Occident n'a plus le monopole de la science et de la technique, il est bien évident que nous avons le désir d'aller chercher là où on peut trouver la meilleure technologie pour notre développement. Ou la meilleure offre économique, offre de défense. Exactement. Parce que les acteurs sont nombreux, il faut bien le dire. Les acteurs sont nombreux. Et donc, pourquoi avoir un monopole en matière de défense avec la France? Ça ne se justifie plus. Pourquoi avoir un accord monétaire avec la France pour n'avoir que des réserves en euros? Ça ne se justifie plus. Parce qu'on peut constituer des réserves dans n'importe quelle monnaie, de n'importe quelle puissance, et collaborer avec ces puissances-là. Et donc, les accords monétaires sont dépassés. Les accords de défense sont dépassés. Et donc, les peuples aspirent à l'élargissement de leur partenariat à travers le monde, compte tenu de l'avènement de plusieurs pôles de puissance à travers le monde. Alors, ce que vous avez cité, l'exemple de la défense, les bases militaires, c'est assez symptomatique. C'est symptomatique parce que la France s'est imposée à l'Afrique à travers la violence, c'est-à-dire à travers l'armée. Et donc ces bases militaires-là sont là, généralement, pour protéger les accords de défense entre la France et les pays africains. Et tous les chefs d'État qui veulent changer un tant soit peu ces accords-là subissent soit un coup d'État, soit une rébellion, soit tout simplement des attaques djihadistes. Et donc tous ces éléments-là font que les bases militaires en Afrique, ces derniers temps, ont apparu comme des pourvoyeurs de coups d'État et des pourvoyeurs de rébellions.
Ça a été le cas de la Côte d'Ivoire où on a subi une rébellion de 2002 jusqu'en 2010, tout simplement parce que le président Laurent Gbagbo, qui est arrivé au pouvoir, a voulu un tant soit peu aspirer à plus de souveraineté. Et ça, évidemment, c'était contraire aux accords. Eh bien, une rébellion a été engagée contre ce pays pendant 8 ans. Et on a vu plusieurs chefs d'État être éliminés sur le continent africain, tout simplement parce qu'ils voulaient remettre en cause ces accords-là. Et on l'a vu d'ailleurs dès le début, dès les indépendances, avec la Guinée, avec la Guinée, avec le Congo, avec le Togo, avec plusieurs pays, et même, vous vous souvenez, au niveau du Burkina, avec Thomas Sankara, et donc toutes ces grosses têtes africaines-là qui voulaient un tant soit peu, un peu plus de souveraineté, eh bien, ont été complètement éliminées. Et aujourd'hui, comment, vous avez parlé de rébellion en Côte d'Ivoire, dans le Sahel, comment ça se manifeste par exemple? Aujourd'hui, par exemple, eh bien, on constate que depuis que ces pays-là ont revendiqué leur souveraineté, ont demandé le départ de l'armée française, eh bien, ces pays-là font l'objet d'attaques djihadistes. Mais évidemment, beaucoup soupçonnent derrière ces attaques djihadistes-là des mains invisibles. Il pourrait y avoir un lien. Des mains invisibles. Je préfère utiliser ce terme, mais tout le monde voit que c'est bien visible. Alors justement, ces pays du Sahel, en particulier ces pays de l'Alliance des États du Sahel, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, on voit une certaine initiative originale dans la souveraineté qui commence à faire des émules, il faut bien le dire. Oui, c'est un laboratoire. Pour nous, en Afrique, c'est un vrai laboratoire, non seulement de souveraineté, mais de panafricanisme. Parce que les États ont acquis pratiquement leur souveraineté en chassant les bases militaires françaises, mais se regroupent pour constituer une force, une véritable force. Et donc, pour nous, c'est non seulement un laboratoire de souveraineté, mais un laboratoire de panafricanisme. Et je crois que l'appui que toute la jeunesse africaine apporte à cette expérience-là est à la hauteur des ambitions et des aspirations de tout le continent africain. Alors justement, dites-nous en plus, parce qu'on réalise pas forcément, moi je me rappelle avoir vu au moment la prise de pouvoir du président, enfin des élections du président ghanéen, quand Ibrahim Traoré est venu le féliciter, il était reçu comme un... très bien reçu, la population lui a fait une ovation. Ah oui, mais dans tous les pays africains, s'ils arrivent, ils seront reçus de la même façon. Parce qu'ils représentent un peu ce que veut le continent africain. Cette aspiration à plus de souveraineté et à plus de solidarité entre les États africains. Et l'AES constitue vraiment le laboratoire. Et ce laboratoire-là, tous les Africains sont en observation. Leur réussite sera la réussite du continent, mais leur échec aussi sera vraiment un espoir perdu. Et donc le soutien que la jeunesse apporte, c'est à la hauteur des ambitions et des aspirations des peuples africains. En plus, ces trois pays, on parle de trois pays enclavés, qui ont des situations sécuritaires et économiques compliquées à la base. Et j'aimerais prendre l'exemple de la situation de défense. On parle de cette zone des trois frontières où les djihadistes, les terroristes passent d'un pays à l'autre, qui avant c'était au fil justement pour se cacher, et la frontière faisait que les soldats pouvaient pas les poursuivre, alors que maintenant il y a c'est ce qu'on observe, cette force conjointe des trois pays qui commence à avoir des effets. Et oui. Et justement, c'est ça. Aujourd'hui, l'Afrique fait face à de terribles défis, surtout en matière sécuritaire. Et c'est ensemble qu'on peut mener ce combat-là et gagner ce combat-là. Parce que dès lors que vous avez un pays qui combat, eh bien, il se réfugie dans un autre pays à côté. Et si ce pays-là les héberge ou les nourrit, évidemment, ça constitue des rampes de lancement contre les pays qui se battent. Et donc, cette expérience d'unifier toutes les forces militaires entre ces trois pays constitue un atout majeur dans la mesure où ils sont pourchassés et traqués de partout. Et avec l'assistance technique de la Russie, eh bien, ils ont les équipements de pointe nécessaires pour faire face aux menaces djihadistes. Et donc, je crois que ces deux expériences-là, c'est-à-dire le partenariat stratégique avec la Russie, parce qu'on ne peut pas continuer à se battre avec des flèches, il faut des technologies plus avancées, il faut des services de renseignement assez poussés. L'Afrique n'a pas encore les moyens de se procurer ces technologies et ce type de renseignements. Et donc, une alliance stratégique permet de se doter rapidement des moyens nécessaires pour faire face à ces menaces-là. Et aujourd'hui, ils sont en train de dépasser le cadre sécuritaire parce que le djihadisme se nourrit de pauvreté. Et donc, on ne peut pas combattre le djihadisme sans mettre en place les structures pour développer l'économie.
ils sont en train de mettre en place une banque d'investissement communautaire qui va permettre non seulement de raffiner l'or et donc d'utiliser l'or comme des réserves et pouvoir lever du financement sur le marché international pour accroître le développement économique de ces pays-là. Et ils sont en train d'utiliser maintenant l'uranium pour en faire des centrales nucléaires pour augmenter la capacité énergétique de tous ces pays-là. Et ils sont en train donc de se préparer pour de grands projets de développement en termes d'infrastructures communautaires, donc d'interconnexion des infrastructures entre ces différents pays-là et de création de pôles de développement industriel pour passer d'une économie primaire à une économie industrielle. C'est très important, vous venez d'évoquer l'énergie, car on sait que l'économie, c'est de l'énergie transformée. Exactement. Et des sources d'énergie fiables et conséquentes, c'est la première étape. Et le Niger produit, enfin extrait déjà de son sol de l'uranium. Et autant du côté du Burkina Faso que du Niger, on a cette volonté de développer le secteur nucléaire. Exactement. Et il y a déjà des pourparlers avec Rosatom. Il y a beaucoup de pourparlers, beaucoup de discussions, beaucoup de négociations. Ça prendra du temps, certes, mais ça va se réaliser. Et ça permettra de donner un volant en matière de développement industriel, parce que sans énergie, il n'y a pas d'industrie qui tienne. Alors, vous venez d'évoquer le raffinage de l'or. Plus globalement, l'Afrique est un continent riche en matières premières, richissime, on peut le dire. Mais bien souvent, ces matières premières, vous l'avez dit, c'est aussi la faute de la monnaie. Bien, ces matières premières brutes sont exportées vers les pays industrialisés, qui les raffinent, qui les transforment. Et après, si les pays d'Afrique veulent obtenir ces produits transformés, elles le payent le prix fort. Là, il y a un vrai souci. Voilà, c'est ça le défi majeur du développement du continent africain. Comment transformer les matières premières en produits finis? Et ce défi-là ne peut se réaliser que si l'Afrique brise les anciens accords économiques qui les lient, parce que la division internationale du travail est telle que l'époque coloniale avait besoin de matières premières, mais aussi de débouchés. Et donc, c'est cette économie-là qui a été contractualisée sous forme d'accords de coopération. Et donc, l'économie primaire est la conséquence de ces accords-là. Et lorsque ces accords sont brisés et que le pays se met en rang de bataille pour développer son industrie, eh bien, il faut se doter d'une monnaie soutenue par l'or. Parce qu'il n'y a pas meilleur argent que l'or. Je vais dire, c'est la monnaie de toutes les monnaies. Or, c'est ce que l'Afrique a. La mère de toutes les monnaies. La mère de toutes les monnaies. Et c'est ce que l'Afrique a en abondance. Donc il n'y a aucune raison que l'Afrique n'ait pas les moyens de son développement. La seule raison, c'est que jusque-là, notre or fait l'objet de contrats de concession et l'or qui est produit va à l'extérieur pour constituer des stocks et des réserves dans d'autres pays. Et l'Afrique n'en bénéficie pas. Mais on l'a vu encore, pour revenir sur l'AES, c'est le Mali et le Niger qui ont revu leur code minier pour qu'il soit davantage, pour qu'ils contribuent davantage à la richesse nationale. Exactement. C'est la première étape. Ouais. C'est la première étape. Aujourd'hui, avoir une monnaie solide soutenue par l'or, c'est la première étape du développement. Parce que sans souveraineté monétaire, c'est celui qui donne l'argent qui dicte comment utiliser cet argent-là. Or, les Occidentaux, en donnant l'argent, ne veulent pas créer des concurrents de leur industrie. Ils veulent toujours créer des compléments à leur industrie. Et donc, ils investissent toujours dans les infrastructures et dans l'industrie d'extraction minière et d'achat de matières premières. C'est ce qui les intéresse. Donc, si nous n'avons pas cette autonomie, cette souveraineté monétaire-là et souveraineté financière, il est bien évident qu'on n'aura jamais les moyens de notre développement. Un mot sur votre pays, la Côte d'Ivoire. C'est une année importante, une année électorale. Quels sont les enjeux de cette élection? Et je crois que les enjeux sont là. C'est la bataille pour la souveraineté. La Côte d'Ivoire est le pays clé de l'Afrique de l'Ouest, surtout francophone. C'est le moteur de l'Afrique francophone. Et donc, l'avènement de la souveraineté en Côte d'Ivoire va entraîner un extraordinaire développement de la volonté d'intégration des économies ouest-africaines, mais surtout de faire marcher rapidement le développement, c'est-à-dire le passage d'une économie des matières premières à une économie des produits finis, dans la mesure où la Côte d'Ivoire a développé à un point élevé la production de matières premières, que ce soit le cacao, le café, l'EVA, palmier à huile, coton, anacarde, etc. La Côte d'Ivoire a poussé très loin l'économie des matières premières. Et la Côte d'Ivoire est le seul pays qui a la capacité aujourd'hui, avec les richesses créées, de faire ce grand bond en avant.
Et donc, la conquête de la souveraineté va permettre de réaliser ce grand bond en avant et d'être la locomotive de toute l'Afrique de l'Ouest francophone. Et en partenariat avec le Nigeria, eh bien, ça va faire exploser économiquement toute l'Afrique de l'Ouest et au-delà de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire l'Afrique centrale et les autres pays africains. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays davantage développé, qui a déjà des industries de transformation, et vous venez de le dire, c'est un des moteurs de cette partie de l'Afrique. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a un taux de croissance moyen de 7%. Ça veut dire que c'est l'un des taux de croissance les plus élevés. Mais quels sont les bénéficiaires de cette croissance? Justement, c'est ceux qui apportent l'argent qui en bénéficient. Et donc la Côte d'Ivoire croît en termes de création de richesse, mais la population s'appauvrit parce que ceux qui créent la richesse, eh bien, les facteurs de création de cette richesse sont en dehors de la Côte d'Ivoire. Et donc, aujourd'hui, comment faire de cette croissance-là, eh bien, un développement, un facteur de développement? C'est-à-dire, comment partager la création de richesse? Eh bien, il n'y a que la souveraineté économique qui puisse permettre de partager cette richesse-là et donc de passer de la croissance au développement. Un mot sur le rôle des médias pour justement transmettre toutes ces idées et le rôle de la pluralité des médias, car c'est également important. Est-ce que toutes les voix sont audibles en Côte d'Ivoire, que vous connaissez bien? Pour le moment, on ne peut pas parler de sanctions de médias en Côte d'Ivoire, mais on a besoin plutôt d'ouverture sur les autres médias. Je pense à Russia Today, je pense à Sputnik, etc., pour donner plus de visibilité, d'écho et de nouvelles façons d'analyser les problématiques de développement dans nos pays. Vous savez, aujourd'hui, la communication, c'est une arme. Plus vous faites entendre vos raisons, vos arguments, plus la population s'en approprie et plus le monde entier est à votre écoute. Et donc, nous avons besoin d'ouverture en matière de communication, surtout pour porter la voix d'un monde multipolaire en création. Et ce monde multipolaire-là, pour nous, ça équivaut à se débarrasser des accords qui jusque-là nous ont maintenus dans une économie primaire. Et des accords, on l'a dit tout au long de cet entretien, au point de vue monétaire, économique et médiatique donc aussi. Et médiatique, voilà, exactement. Et donc ça, pour nous, c'est des éléments de souveraineté très importants. Et donc si nous réussissons à mettre en place ces outils-là, qui nous permettent de nous ouvrir et d'avoir d'autres sons de cloche, eh bien ça nous permettra de franchir le pas décisif. Monsieur Don Melo, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis.